Allez, on va ouvrir donc cette table ronde. Merci d'y participer. Table ronde qui est donc consacrée aux questions de dette et d'euro, donc des questions de nature plutôt financière, qui j'espère seront, je le crois, seront accessibles. Donc l'euro, cette monnaie a désormais 21 ans, en tout cas sous sa forme que l'on connaît, de pièces et de billets, la forme fiduciaire. On peut dire que c'est une monnaie qui est dans une situation un petit peu paradoxale aujourd'hui. D'un côté, elle est rentrée dans le quotidien des citoyens. Elle a résisté aux soubresauts et aux crises qui ont suivi la crise financière de 2008. Et c'est une monnaie qui est relativement installée maintenant dans les échanges internationaux. L'euro compte pour environ 20% des réserves de change au niveau mondial. C'est la première monnaie en termes de nombre de billets en circulation. Et c'est une monnaie qui compte pour plus de 50% des échanges de biens et de services de la zone euro. Mais en même temps, derrière ce panorama apparemment plutôt favorable, il y a toujours un sentiment de crise latente à propos de l'euro, et notamment avivé par ces questions de dette, et on en parlera, de dette publique principalement, mais aussi de dette privée. La zone euro ne s'en est sortie dans les années 2010 que par l'intervention massive de la Banque Centrale Européenne, qui a lancé des plans d'assouplissement quantitatif, comme on les appelle, qui a fourni des liquidités de manière très très importante aux banques. Et tout cela n'est pas sans créer des tensions au sein de la zone, notamment avec l'Allemagne, qui a une habitude de règles monétaires beaucoup plus orthodoxes. Et puis, on a également, pour ceux qui suivent les affaires financières, régulièrement des petites tensions sur les écarts de taux d'intérêt des dettes des différents pays de la zone euro. Aujourd'hui, l'euro est une monnaie qui est en train de s'affaiblir par rapport au dollar. On pourra également revenir là-dessus. Mais bon, tous ces événements se passent un petit peu sous le radar médiatique. Donc on va essayer de nous poser aujourd'hui les questions de finalement où en est l'euro aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours une monnaie solide ou une monnaie en crise ou à l'orée d'une nouvelle crise, notamment avec le contexte d'endettement croissant des économies européennes. Et on en parlera aussi brièvement avec un plan d'endettement commun qui a été lancé par la Commission européenne. Est-ce que les dettes peuvent être un nouveau détonateur d'une nouvelle crise dans cette zone euro? Et puis, que faire, qu'attendre de cette construction monétaire très originale finalement dans l'histoire? Faut-il en sortir? Faut-il y rester? Faut-il la changer? Nous allons nous poser donc toutes ces questions avec nos 4 intervenants que je vais présenter dans l'ordre dans lequel ils prendront la parole. Donc avec nous Alain Fabre à ma gauche, responsable des études économiques du mouvement Éthique, qui est un mouvement entrepreneurial fondé par Sophie de Menton et qui qui est dirigé par Sophie de Menton et fondé par Yvan Gattaz et qui compte environ 300 entreprises. Vous avez fait carrière à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, et puis ultérieurement dans le privé. Avec nous également Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit, après un passage à l'Union populaire républicaine. Vous avez écrit Les illusions économiques de l'Union européenne en 2019. Nous avons également Jean-Michel Nolot. Vous avez travaillé dans la banque et effectué 2 mandats à la Commission des marchés financiers de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, entre 2003 et 2013. Vous avez conseillé Michel Barnier quand il était commissaire européen. Et vous avez écrit 2 ouvrages, Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien en 2013 et Éviter l'effondrement en 2017. Et enfin, Philippe Nguyen, vous êtes énarque, haut fonctionnaire. Vous êtes passé à l'ENA, vous êtes ingénieur, vous avez fait de hautes études, vous êtes passé par le Trésor, par la CDC également, et puis dans le privé, dans le monde de la finance, et vous êtes actuellement patron d'un fonds d'investissement, et vous investissez, si j'ai bien compris, dans l'énergie décarbonée. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à chacun de ces intervenants pour développer un propos liminaire d'une dizaine de minutes, et ensuite nous aurons un échange qui, je pense, sera intéressant, puisque les positions de chacun risquent de parfois se compléter, mais parfois aussi potentiellement rentrer en collision. Donc, allons-y. Alain Fabre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Colin. J'espère qu'on m'entend. Voilà. Alors, pour la clarté, j'ai promis à Colin d'être court, mais c'est
un peu un pari me concernant, parce que j'essaie de dire à peu près un certain nombre de choses claires sur ce sujet, qui ne l'est pas. La première chose, c'est que je voudrais commencer par distinguer, dans le propos, pour la clarté du propos et peut-être ensuite de l'échange, pour la clarté du propos et de l'échange, je voudrais faire une distinction entre l'euro et la zone euro. C'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, on a une monnaie, puis derrière, on a un système économique qui fonctionne autour de l'euro, donc sur lequel je reviendrai. La deux choses, pour un petit peu être direct sur le sujet, c'est qu'en fait, la création de l'euro, c'est un peu l'aboutissement d'une évolution qui remonte au dérèglement du système monétaire international, qui prend sa racine dans les années 60. Rappelez-vous, je le fais volontairement, les déclarations du général de Gaulle en 1965 sur les privilèges du dollar et sa volonté de plaider, sous l'influence de Jacques Rueff, pour le retour à l'étalon or. Alors, l'étalon or, c'est très simple, c'est un système de taux de change fixe dans lequel il n'y a pas d'autonomie des politiques monétaires. Donc là-dessus, c'est un point important pour rattacher la discussion, y compris par rapport au projet politique qu'on a évoqué dans d'autres tables rondes. Ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que l'euro, de ce point de vue-là, est une forme de nécessité. Encore une fois, l'euro se rattache à la famille des politiques économiques et monétaires, surtout, dans laquelle on se donne une stabilité comme objectif, une stabilité de la politique monétaire et une stabilité également vis-à-vis du taux de change. Encore une fois, je reviens sur ce que disait Jacques Rueff à ce sujet, l'Europe se fera par la monnaie. Donc vous voyez que cette idée-là, elle n'est pas totalement là où on croit qu'elle se situe dans la galaxie des réflexions politiques. Je rappellerai un petit peu ce qui a été à l'époque développé par un économiste qui s'appelle Mundell, qui explique, je vais faire court là aussi, que quand on choisit un taux de change fixe et la liberté des mouvements de capitaux, il faut avoir des politiques monétaires qui soient intégrées. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là-dessus, je crois que c'est important. Je rappelle en particulier que la façon dont la zone euro s'est constituée, enfin l'union monétaire, je crois que c'est plus simple d'en parler comme ça, c'est toute la séquence des dérèglements du dollar. Donc j'ai parlé tout à l'heure du général de Gaulle et de 1965, mais après on a eu en 71 l'abandon de la convertibilité du dollar en or, et puis en 1976 le passage au change flottant. Donc vous imaginez que quand on intègre, même en n'étant pas tout à fait, euro-BA, un marché comme le marché européen, si on a effectivement des taux de change qui partent dans tous les sens, d'abord c'est un obstacle à la liberté de circulation des marchandises et aussi des capitaux. Et puis effectivement derrière, vous avez un problème aussi, rappelez-vous, des problèmes des dévaluations compétitives. Moi je me souviens, quand j'étais étudiant, on avait chaque fois que le franc était évalué, on corrigeait par les montants compensatoires monétaires. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a subventionné l'agriculture allemande. Donc si vous voulez, je vous donne cet exemple-là pour montrer que les choses ne se passent pas de manière aussi binaire qu'on ne le croit. Alors moi j'aimerais un petit peu aussi plaider sur le fait que la politique monétaire doit viser la stabilité des prix. Alors je sais que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de démangeaisons, en particulier parce qu'effectivement on a connu dans la crise récente la montée en puissance des politiques dites non conventionnelles, avec deux points sur lesquels je voudrais insister. Celle dans laquelle, c'est la version 2008-2009, Jean-Claude Trichet, il faut assurer un approvisionnement normal de liquidités sur le marché monétaire, donc éviter le fractionnement monétaire de la zone euro, et en particulier à l'époque, moi je m'en souviens parce que certains m'ont dit, dans les banques et dans les administrations, on avait un système dans lequel les banques ne se prêtaient plus entre elles, elles passaient par la banque centrale. Donc ça c'est un élément important. L'autre point sur lequel il faut, insister, c'est qu'on est passé ensuite au quantitative easing, et là, on a autre chose. On a, je fais court parce que c'est un sujet complexe, mais la Banque centrale qui prétend financer la croissance par de la création monétaire. C'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, on voit les résultats. On a des taux d'inflation importants en Europe, parce qu'effectivement, on a créé de la monnaie à haute dose pendant 10 ans. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir de l'inflation quand les banques centrales passent leur temps à créer de la monnaie. Je dirais, et ça a été largement évoqué par Colin, que de point de vue monétaire, l'euro a été un succès. Et j'ai pas envie de le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant toute la vie de l'euro, non pas de la zone euro, de l'euro, il n'a jamais eu de mécanisme d'attaque contre la monnaie euro. Même pendant la période la plus chaude, 2010-2012, le taux de change était autour de 1,32, il n'y a pas eu vraiment de décalage par rapport à ça. Donc, les humiliations que la livre sterling a connues à différentes époques, etc., le FMI qui débarque au chevet d'une politique monétaire, l'euro ne l'a pas connu. Donc ça, c'est un point important. Donc je ne reprends pas les chiffres qui ont été rappelés par Quentin,
Mais je voudrais rappeler simplement que malgré tout ce qu'on a dit, y compris dans des milieux politiques plutôt euro-sceptiques, ou même en Grèce, etc., l'euro a toujours été soutenu par la population. Personne ne voulait retrouver des drachmes et les échanger contre des euros. J'ajoute effectivement que depuis la période la plus chaude, celle de la crise grecque, on est passé de 15 pays adhérents à l'euro à 20 aujourd'hui. Alors, sur ce plan-là, j'accélère un petit peu. Si effectivement l'euro a les caractéristiques que j'ai décrites, il faut se poser la question du fonctionnement de la zone euro. Et je reviens un petit peu sur ce qu'a évoqué Colin en introduction, c'est qu'effectivement, d'abord, comment dire les choses ? On a connu finalement un système aujourd'hui dans lequel on a une monnaie unique, on a un taux de change fixe, mais on a une politique économique relativement autonome. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise grecque. On ne peut pas s'amuser à dépenser autant qu'on veut, avec en se disant de toute façon l'Allemagne paiera. Hein. Et il faut accepter une certaine intégration des politiques budgétaires, parce qu'effectivement, si les Grecs dépensent de manière aussi, je veux dire, généreuse, ils savent très bien que derrière, ce sont les contribuables bavarois qui feront le chèque. Donc il faut accepter au fond un certain dosage d'intégration des politiques budgétaires. Alors certains plaident pour une forme de progrès politique, certains ont défendu un système de fédéralisme budgétaire. C'est très difficile à faire parce qu'effectivement on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans les nations. Aujourd'hui par exemple c'est l'Île-de-France qui sort de la balance des paiements de la Corse. C'est la Bavière qui sort de la balance des paiements du Mecklembourg. Mais ça veut dire effectivement que quand on a dans une zone monétaire, on a des pays qui font des déficits et ceux qui font des excédents, quelque part il y a une forme de solidarité financière. Et ce qu'il faut observer derrière, même si ça ne s'est pas fait sans pleurs dans tout ça, d'une certaine manière, les Allemands, on va simplifier un petit peu les choses, ont finalement fini par faire le chèque. Alors je dirais aujourd'hui que, et j'espère que je suis encore dans les temps, 7 minutes, ben voilà, c'est super. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en effet, pour moi, et je vais être un peu brutal, le principal facteur de risque de l'éclatement de la zone euro, et pas de l'euro, c'est la France. Parce qu'avec 3 000 milliards de dettes et des politiques budgétaires qui sont systématiquement divergentes avec l'Allemagne, ça peut tenir ce que ça peut tenir, mais ça ne tiendrait pas indéfiniment. Si je donne quelques chiffres aujourd'hui, pratiquement la France est à 5% de déficit structurel. Alors, le déficit structurel, c'est celui qui, effectivement, permet au cycle, on devrait être à 0,5, puisqu'on a revu les choses en 2012. Celui qui ne varie pas en fonction de la conjoncture. Donc, effectivement, 5%, c'est énorme. Et c'est intenable, parce qu'effectivement, ça veut dire que, contrairement à ce qui était dit de manière un petit peu, rapide, l'Europe, la zone euro, a accepté effectivement les déficits, d'assouplir le pacte de stabilité. Et donc, c'est sur ce plan-là, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui n'est pas durable dans le temps. On le voit avec la montée des taux d'intérêt, puisqu'effectivement, aujourd'hui, la France va dépenser en 2024 à peu près 50 milliards d'euros de charges d'intérêt. On doit être en 75 milliards en 2027. Donc, vous voyez que les montants, c'est supérieur à la défense, c'est supérieur à l'éducation. Et jusqu'à présent, si vous voulez, je vais vous surprendre, c'est qu'on croit toujours que les adversaires de l'euro ne sont pas là où ils sont. Mais pour moi, un des principaux, contempteurs du fonctionnement de la zone euro, c'est Emmanuel Macron. Il a fait à 2 reprises, en 2018, quand il a reçu le prix Charlemagne, il a commencé à critiquer le fonctionnement du pacte de stabilité, en blâmant la stabilité des déficits et le fétichisme des excédents, en visant l'Allemagne. Il a fait une deuxième fois en 2022 parce qu'il a signé dans le Financial Times un article avec Mario Draghi pour critiquer un petit peu ce style de fonctionnement. Alors je le dis comme ça, c'est qu'il y a ce vieux réflexe français qui date de l'époque de Clémenceau, l'Allemagne paiera. Donc c'est vrai que l'Allemagne aujourd'hui, elle a accepté beaucoup de choses parce qu'effectivement elle porte le poids de sa culpabilité historique, et puis parce qu'effectivement il y a l'héritage d'Adenauer qui joue encore, mais il faut comprendre que ce système-là a des limites. Et donc, effectivement, il faut se dire que quand on est favorable à la zone euro, on ne passe pas son temps à faire des déficits et des dettes, on réduit le déficit et on commence à rembourser ses dettes. Alors, je dirais, pour terminer, que je vais citer John Adams, qui n'est pas le compositeur, mais qui est le deuxième président des États-Unis, qui disait « Il y a 2 façons d'asservir une nation, par la guerre et par les dettes. » Merci. Charles-Henri Gallois, donc j'imagine que
vous avez des réactions sur ce sujet. Alors, on ne va pas refaire un débat sur l'euro, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais en tout cas, c'est vrai que l'euro a demandé un grand nombre de sacrifices également aux économies européennes. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les problèmes que pose l'euro et la solution qui serait pour vous la bonne? Alors j'écoutais sagement, je m'attendais à un lien euro-dette, j'ai entendu un plaidoyer en faveur de l'euro. Moi j'aimerais quand même revenir, de dire que l'euro a été un succès, il faut quand même se rappeler, avant que j'aille sur la dette, sur les promesses de l'euro. Je rappelle la campagne du traité de Maastricht où on avait expliqué que l'euro apporterait plus de croissance. C'est dommage quand on regarde les chiffres, la zone euro est la plus faible zone de croissance au monde depuis des années, et ça ne va pas en s'arrangeant sur les dernières années. On nous avait dit que l'euro amènerait moins de chômage. C'est dommage, là aussi, c'est la zone du monde avec le plus de chômage, la zone économique du monde avec le plus de chômage. On nous avait dit également que l'euro serait une sorte de puissance. On avait parlé tout à l'heure des réserves de change, mais il faut savoir que les réserves de change en euros sont inférieures à la somme des devises nationales avant la mise en place de l'euro. Donc là aussi, affaiblissement. Et enfin, on nous avait dit, c'était un peu les deux derniers arguments un petit peu massus, que l'euro amènerait une stabilité des prix. On en a parlé, l'euro, et ça a été dit, a eu une inflation absolument conséquente, parce que oui, il y a eu de la création monétaire des banques centrales, mais il faut savoir que notamment à partir de 2015, il y a eu une création monétaire de la zone euro, enfin de la Banque centrale européenne, qui a été bien supérieure aux autres, notamment à la Banque d'Angleterre ou à la Fed. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait justement de sauver l'euro, qui est un système qui est mal taillé et qui ne fonctionne pas. Enfin, on nous avait expliqué que l'euro, et c'est le thème de ce colloque, que l'euro apporterait une gestion saine des finances publiques. Il y avait eu en 97, juste avant l'introduction de l'euro, une tribune avec Bébéar, Attali. Je vois qu'Attali d'ailleurs a changé de religion sur le protectionnisme il y a peu de temps. À l'époque, il nous disait ça. Manque de chance, j'ai là aussi les chiffres. En fait, même pour l'Allemagne, c'est-à-dire tous les pays de la zone euro, la dette a explosé depuis 1999. Donc c'est-à-dire que là aussi, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Il y a différents éléments. Alors pour la France, on était à 59%, on est passé à 112%. Pour l'Italie, on était à 114%, on est passé à 144%. Et je vous disais, même l'Allemagne était à 61%, elle est passée à 66%, donc là, au premier trimestre 2023. Il y a des différentes réalités. L'Allemagne, fondamentalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle consent à payer, l'Allemagne est un pays qui est favorisé par l'euro et par le marché unique, tout simplement parce que l'Allemagne bénéficie d'une sous-évaluation chronique de sa monnaie, parce que toutes les monnaies sont fixées ad vitam aeternam au taux de 1 pour 1, et sauf que structurellement, l'Allemagne a une compétitivité supérieure aux autres. Et dans un système de change flottant, avec chacun ayant sa monnaie, une année normalement où l'Allemagne a un excédent de sa balance commerciale, eh bien sa monnaie s'apprécie. Si l'Allemagne a un excédent commercial vis-à-vis de la France, le mark s'apprécie et le franc se déprécie. De telle sorte que les produits français deviennent relativement moins chers à l'export et les produits allemands, par effet de miroir, deviennent relativement plus chers à l'import. Ce qui permet d'avoir un rééquilibrage de la balance commerciale. Ce qui n'existe plus en fait en zone euro. Et donc l'Allemagne mécaniquement engrange des déficits, des excédents commerciaux énormes, notamment avec les pays du Sud, et vous avez les pays du Sud qui sont en grande difficulté. Donc ça c'est une première réalité. Et la deuxième réalité, et je reviens sur Jacques Attali et l'Union européenne qui protège, c'est-à-dire c'est le libre-échange total et intégral de l'Union européenne vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire que vous mettez en concurrence tous les travailleurs de l'Union européenne avec des pays où parfois les salaires minimums sont de 100 euros, 50 euros. C'est en système de libre-échange total, en fait, vous avez un retard systémique de la demande sur l'offre. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, quand vous êtes en économie relativement fermée, le salaire est vu comme une composante de la demande globale et vous avez intérêt de le soutenir parce que ce sont demain vos consommateurs. Quand vous êtes dans un marché complètement ouvert, en fait, le salaire n'est plus vu comme une composante de la demande globale, mais il est vu uniquement comme un coût qu'il faut comprimer pour être plus compétitif que le voisin. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez ce retard systémique. Et qu'est-ce qui se passe dans les pays occidentaux ? Contrairement d'ailleurs aux pays émergents, vous avez un endettement massif en fait dans les pays occidentaux pour pouvoir maintenir artificiellement une demande qui ne suit pas et artificiellement un niveau de vie qui ne tient pas. Malgré ça, on voit une paupérisation qui est croissante, mais ça à remettre dans le contexte de tout ce système d'Union européenne et de zone euro. Donc c'est ça en fait la réalité aussi de la dette. C'est-à-dire pour les pays du Sud, le mal de l'euro
et le système plus global de l'Union européenne qui bénéficie essentiellement à l'Allemagne. Et là-dessus, vous avez de la dette qui s'ajoute, et ça a été dit, avec le fameux plan de relance de l'Union européenne. On nous dit que l'Allemagne a consenti à payer. Oui, l'Allemagne a consenti à payer pour maintenir un système de l'euro et du marché unique qui lui bénéficie. Mais ce qu'on ne vous dit pas beaucoup, c'est que la France paye aussi. Comme la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne, la France est contributrice nette à ce plan de relance de l'Union européenne. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. La France paye pour maintenir un système qui lui nuit. C'est là, en fait, où il y a l'hérésie. Les Allemands, on peut comprendre, ils défendent leurs intérêts. La France, elle, va payer pour maintenir un système qui lui nuit. Pour ce qui est du plan de relance de l'Union européenne, dans tous les médias, on vous a dit c'est formidable, la France va recevoir 40 milliards d'euros. Après, ils ont refait les calculs, ils se sont rendus compte que finalement, ça va être 37 milliards d'euros. Et ce qu'ils ont oublié de vous dire aussi, c'est que ces 37 milliards d'euros, vous n'avez pas la libre utilisation. Et en plus de ça, on vous dit que pour les avoir, c'est exactement ce qui a été dit par monsieur, c'est la logique de l'euro, on vous impose des politiques. Et on vous impose, entre autres, de faire la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. C'est ça la réalité de ce plan de relance. Mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que vous recevez 37 milliards d'euros, mais qu'à la base, si on prend la France, va recevoir des subventions, elle va pas au niveau de ses plans, elle va payer les autres programmes. Vous savez, c'est un gros plan de 800 milliards d'euros. Il y a des subventions là-dedans, il y a des prêts, il y a d'autres programmes pour 83 milliards d'euros. La France là-dessus, juste sur le remboursement du capital, comme toute dépense de l'Union européenne, la France paye 17,4%. Mais ça veut dire que la France, juste en capital, sur les subventions et autres programmes, elle va rembourser 73 milliards d'euros. C'est déjà beaucoup plus que les 37 qu'on reçoit. À la base, les premières estimations, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, il y aura un petit peu d'intérêt là-dessus. La France, pareil, va payer sa quote-part. J'avais estimé à l'époque que la France paierait 80 milliards d'euros pour en recevoir 40. Et j'étais un peu naïf là-dessus. Moi, je pensais que c'était des gens intelligents au niveau de l'Union européenne, mais visiblement, je me suis trompé. Je m'étais dit que s'ils étaient intelligents avec les taux bas qu'on avait en 2021, on avait tout emprunté directement, les 800 milliards. Sauf que je me suis un peu plongé dans le dossier, comme je suis un peu têtu. Et j'ai regardé, et j'ai vu que, en fait, non, à fin 2022, il restait encore 636 milliards d'euros empruntés. Sauf qu'entre-temps, les taux ont augmenté, c'est bizarre, il y a de l'inflation, on augmente les taux, ils n'auraient pas pu l'anticiper, quoi. Sauf que c'est quasiment, avec un taux moyen à quasiment 3,5 ou 4%, c'est entre 200 et 300 milliards d'euros d'intérêts qu'il va falloir payer. Et qui va payer les États membres et donc la France. De telle sorte qu'en fait, quand on refait le calcul, en intérêt seul, la France pourrait payer de l'ordre de 37 milliards d'euros, c'est-à-dire exactement ce qu'on a reçu. C'est-à-dire que le coût net va sûrement être pour la France de 73 milliards d'euros, et ça va être de la dette additionnelle. Donc ce sont les mêmes personnes à l'Union européenne qui passent leur temps à vous dire, à vous parler de bonne gestion. En réalité, ils vont aggraver la dette française pour 73 milliards d'euros. On pourrait parler d'autres coûts d'ailleurs de l'Union européenne de manière générale. Si on parle de dette, on peut y aller. Le coût net budgétaire de la France en 2021, c'était 12,4 milliards d'euros. Il y a aussi tous les coûts hors budget quand on donne de l'argent à la Turquie pour sauver les migrants. Quand on donne de l'argent à l'Ukraine, ça c'est des coûts qui sont hors budget. Pour la France, c'est environ 6 milliards d'euros par an. Et après, il y a tous les coûts plus indirects. Le coût de l'euro, parce qu'il paraît que c'est formidable, mais il y a eu une étude notamment du CEP, mais c'est pas la seule, qui elle explique qu'effectivement l'euro a bénéficié à l'Allemagne, mais que pour la France, ça avait eu un coût considérable, et c'est un coût surtout qui va crescendo, parce que comme je vous l'expliquais, comme les taux de change sont fixes, que la compétitivité se dégrade, à chaque fois le coût de l'euro estimé après année ne fait qu'augmenter. Et la dernière année du rapport, je crois, était 2018-2019, c'était un coût de quelque chose comme 160 milliards d'euros par an pour l'économie française. Il y a aussi le coût, d'autres coûts indirects, on pourrait parler du coût de l'immigration. Vous savez que c'est impossible de contrôler l'immigration illégale ou légale dans le cadre de l'Union européenne. Il y a une étude récente qui montrait que ça, c'était 54 milliards d'euros. Il y a le coût du marché de l'Union européenne de l'électricité, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête. À chaque fois, on nous dit que le gouvernement nous protège avec le bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire, en fait, c'est de la dette que vous allez payer vous-même. Et donc, c'est de la dette publique. Plutôt que de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, ils font le bouclier tarifaire. Bouclier tarifaire, 2023, 30 milliards d'euros. Donc je veux bien qu'on parle de dette, mais dans ces cas-là, il faut tout mettre sur la table. Et effectivement, il y a beaucoup de gabegies au niveau de l'Union européenne, mais pas seulement. Au niveau national, on pourrait parler des emprunts indexés sur l'inflation, un scandale que j'ai dénoncé. Il y a beaucoup de gabegies. Effectivement, il y a une bonne gestion financière à avoir. Mais dans ce cadre-là,
l'Union européenne et l'euro sont pour moi un boulet. Merci, Charles Gallois. Alors, je me tourne maintenant vers Jean-Michel Nolot. J'imagine que vous avez également des critiques à formuler à l'euro, mais peut-être des pistes de solutions différentes. Bon, ben, je vais faire une motion de synthèse entre les propos d'Alain Fabre, que je partage entièrement sur les préoccupations en matière de dette publique, et puis ce que vient de dire Charles-Henri Gallois sur le fonctionnement de l'euro. Je partage totalement ses critiques, et tout particulièrement sur ce qu'il vient de dire sur l'emprunt européen. Du début jusqu'à la fin de votre analyse, je suis entièrement d'accord, et je pense que c'est l'amorce en fait d'un scandale financier. Alors je vous renvoie à une tribune qu'on avait faite dans le Figaro au mois d'août avec Michel Barnier à ce sujet, mais il y a matière à développement sur ce que vous avez dit sur la fin de votre analyse, sur les retards de la Commission européenne en matière d'emprunt, etc. Tout ça est parfaitement exact. Alors, je vais commencer par vous dire un mot de la dette publique parce que je pense que c'est vraiment un problème numéro un. Je suis entièrement d'accord. C'est un problème de crédibilité pour l'homme politique. Celui qui s'abstiendrait de proposer aujourd'hui des mesures en matière de réduction des dépenses publiques, à mon avis, n'aurait pas de crédibilité pour une éventuelle alternance au pouvoir. Il y a une responsabilité marginale, simplement marginale, mais une responsabilité qui existe de la zone euro dans la progression absolument spectaculaire de notre dette publique depuis une dizaine d'années. Et ceci de deux façons. D'abord, nous avons l'assurance depuis une dizaine d'années, avec une politique effectivement inédite de la Banque Centrale Européenne, nous avons l'assurance que notre dette publique trouvera preneur. C'est quand même une première dans l'histoire. Et donc ça, c'est une incitation, naturellement, à dépenser davantage. Et deuxièmement... Juste pour préciser, en fait, la Banque Centrale Européenne s'engage à acheter les dettes... Elle s'engage pas officiellement parce que c'est complètement contraire au traité, à l'esprit et à la lettre des traités. Mais elle le fait. Elle le fait, et comme vous l'avez dit, effectivement, c'est quelque chose qui est inflationniste, puisque Jacques Rueff, que vous avez cité, expliquait très bien, avec d'autres économistes, comment création de trop de monnaie signifie un jour ou l'autre de l'inflation. On a eu l'inflation d'abord sur les marchés financiers, et on a eu l'inflation ensuite sur les marchés de matières premières, et on a l'inflation aujourd'hui sur les biens et services. Et on a même un engrenage avec les salaires. Bon. Donc, alors, le deuxième aspect, responsabilité de l'euro dans la dette publique, et là je suis quand même en désaccord assez frontal avec ce que vous dites, c'est que, et c'est quelque chose que l'on mesure avec le recul des années, depuis une vingtaine d'années, il y a ce que j'appellerais un effet édredon dans l'euro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de responsabilité. Autrefois, lorsqu'il y avait... par exemple, au début des années 80, des excès dans la politique économique, dans la dette, etc., il y a des petits voyants qui s'allumaient. Il y avait un voyant orange et puis après, il y avait un voyant rouge. Les parités monétaires qui étaient attaquées entre la France et le Deutschmark, eh bien, étaient un signe d'alarme pour les pouvoirs publics. Ça mobilisait tout de même, ça retenait, disons, l'attention de l'opinion. Et ensuite, quand il y avait le feu, mais bon, c'était des crises monétaires, somme toute, assez modestes, eh bien, les pouvoirs publics étaient en mesure de proposer des mesures de redressement. L'opinion publique comprenait ce qui se passait. Aujourd'hui, tout le monde se fiche de la dette publique, tout le monde se fiche du déficit commercial. C'est une mort à petit feu, en quelque sorte. Donc ça, chers amis, favorables à l'euro, c'est quand même, je trouve, une responsabilité. Mais ça ne nous dispense pas d'assumer notre responsabilité dans le dérapage, la dérive de nos finances publiques. Pour résumer très vite les choses sur la dette publique française, je dirais qu'il y a eu pendant les années 90, comme disent les économistes, deux chocs asymétriques. Un choc côté allemand avec la réunification
et un choc côté français, la préparation de l'entrée dans l'euro avec des taux d'intérêt qui s'envolent. Je me souviens que quand les taux d'intérêt ont atteint 15%, c'était une situation dramatique. Il y a eu un effet boule de neige ensuite dans notre dette publique, et le résultat, c'est qu'on est à égalité avec l'Allemagne en 2007, 64% du PIB chacun. Au sortir de la crise financière, 2011, on n'est pas loin, on est assez voisins, 80% du PIB en Allemagne, 88% en France. Et c'est ensuite, pendant la dizaine d'années qui suit, que les choses dérapent complètement. Et il y a une période qui est absolument impardonnable, c'est la période 2016-2020. Là, on constate que nos partenaires européens, Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, font des efforts considérables en matière d'économie, en matière de dépenses publiques, rejoignent des niveaux de 50 à 60% du PIB, et que nous sommes, pardonnez-moi l'expression, nous sommes scotchés avec 98%. Donc ça, c'est absolument inexcusable, et je pense que c'est très grave de deux points de vue. D'abord parce que c'est se laver les mains de ce problème vis-à-vis des jeunes. C'est eux qui vont avoir la responsabilité de rembourser cette dette. C'est une attitude que je trouve inqualifiable sur le long terme. Et puis, deuxièmement, et je crois qu'on le mesure tous les jours, cela contribue naturellement à réduire notre capacité d'influence en Europe et dans le monde. On le mesure dans les réunions européennes. La France ne peut plus... alors en plus, elle cherche à faire la leçon, mais elle n'a plus du tout les moyens de sa politique. Alors, cher ami Charles-Henri Gallois, je crois que dans vos propos, vous êtes abstenu de dire que vous étiez favorable au Frexit. Donc, je voudrais quand même vous dire que j'ai un point de divergence là-dessus, parce que je considère d'abord que, franchement, on peut se faire plaisir en plaidant pour une sortie de l'Union européenne, mais d'abord, ça n'a aucune chance d'aboutir. Enfin, c'est pas comme ça qu'on peut envisager de reprendre les manettes du pouvoir. Et puis, deuxièmement, c'est prendre un risque majeur, parce que ce serait couper le lien qui existe maintenant depuis des dizaines d'années, 60 ans, entre les pays, les principaux pays d'Europe. Après des pays qui sont quand même fait la guerre jusqu'à une période récente pendant des siècles. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que si vous voulez accéder aux responsabilités... Comment ? Il est fondé sur rien. Aujourd'hui, la France, je crois que c'est 7000 traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, qui tournent en dehors des deux traités qu'on dénonce justement avec l'article 50 du TFUE. Il y a plus de 7000 traités internationaux, bilatéraux et multilatéraux avec l'ensemble du monde. Non, mais bon... Donc la France se coupera de rien. Est-ce que l'Angleterre s'est coupée de quelque chose? Est-ce que la Suisse s'est coupée de quelque chose? C'est un des pays qui est le plus internationalisé au monde. Elle organise des conférences tous les jours sur tous les thèmes avec le monde entier. Donc écoutez, l'argument est complètement fallacieux. Écoutez, je poursuis, je vous dis, j'ai l'honnêteté de vous dire ce que je pense profondément. Et je vais vous proposer une attitude qui est, à mon avis, plus constructive. C'est-à-dire, moi je dis simplement, vous faites peur à l'opinion publique si vous plaidez pour le Frexit, si vous voulez accéder aux responsabilités rapidement, et c'est urgent de le faire, eh bien, il faut quand même faire attention, je pense, à la manière de présenter les choses. En revanche, moi, la piste que je propose, c'est vraiment d'être beaucoup plus sérieux au niveau des gouvernements, au niveau des parlementaires européens, dans les critiques qu'ils font à la Commission européenne. Je rappelle que les traités européens définissent pour la Commission européenne une attribution de compétences. Donc il revient au gouvernement de veiller au respect de ces compétences, et puis aux parlementaires européens. Quelques parlementaires européens font bien le job. La plupart, franchement, quand on regarde le bilan sur Internet aujourd'hui, dans certains cas, c'est absolument dramatique. Il y a eu, et je partage ce que disait Charles-Henri Gallois, il y a eu des quantités de sujets dans les derniers mois où vraiment il y a matière à faire des critiques sur le fond.
Il ne faut pas se contenter de discours généraux, il faut lire les textes. La directive qui est sortie le 14 mars dernier sur le marché européen de l'électricité, il est écrit en toutes lettres que ce sera la fin des tarifs réglementés, comme pour le gaz. Le Sénat, d'ailleurs, a fait un bon rapport là-dessus. Mais qui a lu dans les responsables politiques ces dispositions? Donc, moi, l'attitude que je vous propose, c'est de nous investir, c'est ce que j'essaye de faire modestement, puis j'ai un grand âge maintenant, mais dans la lecture de ces textes pour ensuite les critiquer sur le fond. Vraiment, les politiques ne font pas leur boulot. Alors, j'en arrive, alors je suis à combien de temps là 8-9 minutes. Bon, oh là là. Alors, bon, sur le fonctionnement de l'euro, Alain Fabre a signé l'économiste canadien Robert Mundell, qui s'était installé dans les couloirs de la Commission européenne après le départ du général de Gaulle, et qui a passé plusieurs dizaines d'années à convaincre tout le monde qu'il fallait créer une monnaie unique. Je rappelle que ce qu'avait dit Robert Mundell n'a en aucune manière été réalisé. C'est-à-dire qu'il avait dit il y aura une flexibilité des salaires, il y aura des transferts de main-d'œuvre d'un pays à l'autre, les capitaux circuleront du nord vers le sud, il y aura un budget fédéral européen. Rien de tout cela ne s'est réalisé. Donc, l'euro dysfonctionne, ça fait aucun doute, il dysfonctionne. Alors on peut souhaiter que les gouvernements travaillent beaucoup mieux entre eux, mais ce n'est pas la réalité. Donc il faut en prendre acte. Alors, je vous cite très simplement ce qu'a écrit le FMI. Le FMI a écrit, sans conclure d'ailleurs, a écrit nous avons observé qu'il y a eu une convergence des économies européennes des années 50 aux années 2000 et que curieusement, dans les années qui suivent, on observe une divergence. Ben, c'est tout à fait ce qu'a rappelé Charles-Henri Gallois, c'est-à-dire qu'il y a le jeu, je ne dis pas que c'est uniquement ça, parce qu'il y a notre responsabilité aussi, mais il y a le fait que l'euro, le FMI l'a écrit en juillet dernier, l'euro est surévalué pour la France de 18%. Donc c'est inévitable qu'il y ait un biais inégalitaire au sein de la zone euro, que ça se traduise sur les productions industrielles. Depuis la naissance de l'euro, la production industrielle allemande a augmenté de 26%, elle a baissé de 5% en France. Je ne dis pas que c'est la responsabilité de l'euro uniquement, mais c'est un effet de fonctionnement de l'euro. Donc, le problème le plus préoccupant qui n'a pas été évoqué là dans les interventions, mais avec qui j'en ai discuté, moi, avec des économistes qui sont très favorables à l'euro, pour ne pas les citer, c'est Jean Pisani-Ferry, Christian Noyer, Patrick Artus. Ils sont d'accord pour considérer que le drame du fonctionnement de la zone euro aujourd'hui, c'est que non seulement les capitaux circulent très peu, mais que quand ils circulent, ils vont non pas du nord vers le sud, mais du sud vers le nord. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qui était prévu. Et Jean Pisani-Ferry dit, dans ces conditions, à quoi bon l'euro? Lui qui est un des avocats de l'euro. Donc ça, c'est un problème dramatique qui reflète en fait l'absence de confiance au sein de la zone euro. C'est-à-dire, si les capitaux ne circulent plus, c'est parce que les banques commerciales françaises, allemandes, italiennes, etc., ne se font plus confiance. On retrouve ça d'ailleurs dans les déséquilibres du système des paiements européens qu'on appelle Target 2. Hein. Il n'y a pas de confiance au sein de la zone euro, et pour une raison très simple. Hein. Moi, je vous parle comme ancien banquier, chat échaudé, craint l'eau froide. Moi, j'ai vécu la crise de 2010 un peu de l'intérieur, puisque j'étais au collège de l'AMF, on avait le numéro 2 de la Banque de France qui était là. À l'époque, moi, j'étais pour la survie de l'euro, parce qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que les banques françaises et allemandes avaient acheté quantité de titres des pays d'Europe du Sud, et si on ne sauvait pas l'euro temporairement, parce qu'à mon avis, le problème n'est pas du tout résolu aujourd'hui, et bien à ce moment-là, c'était la faillite des banques françaises et des banques allemandes. C'était une faillite vraiment dramatique, systémique. Donc, il fallait tout faire provisoirement pour sauver le système. Aujourd'hui, il y aurait un démantèlement de la zone euro, et puis il faut, oui, que j'accélère, il y aurait un démantèlement de la zone euro. Je pense que les choses se passeraient de manière beaucoup moins grave, parce que les banques n'achètent que très marginalement des titres d'un autre pays. C'est la réalité.
Alors, quelle solution proposer si vous me laissez encore juste 2 minutes? Si vous voulez, ce sera la question de relance. Bon, si vous voulez, on en très bien, discutera. parfait. Alors, je pourrais vous Juste dire après. quelle piste on pourrait envisager pour résoudre ce problème de l'euro. Merci. Merci Jean-Michel Noël. Allez, je cède la parole donc à notre dernier intervenant, Philippe Nguyen. On a beaucoup entendu parler de dette publique et les précédents orateurs semblaient considérer que c'était un grave problème qui pesait sur nos économies. Quel est votre avis à ce sujet ? Alors d'abord, les questions de monnaie et de dette sont parmi les plus compliquées sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et donc ça explique la diversité des points de vue qu'on vient d'entendre. Ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir une approche très pragmatique. Et pour les politiques qui seront amenés à diriger le pays dans les années qui viennent, c'est un sujet qui ne se résume pas à un sujet théorique. C'est ici un sujet de praticité dans la décennie qui vient. Je vais parler comme praticien non seulement des finances publiques, mais des finances privées, avec une approche sur la dette. Je suis absolument d'accord avec Jean-Michel Nolot. Nous avons un problème majeur et une non-maîtrise de la dette conduira à une non-maîtrise de sa souveraineté. C'est le thème que je vais développer. La dette mondiale publique s'élève à 96% du PIB mondial. La dette globale, publique et privée, s'élève à 247% du PIB mondial. C'est pour fixer les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement un problème de dette publique, il y a aussi un problème de dette privée. Ça, c'est le premier point. Pour la France, les chiffres ont été évoqués. C'est 112% pour la dette publique française, mais c'est 167% pour la dette privée française. Donc au total, 274%. Le PIB n'est pas un bon indicateur, en fait, de la dette, puisqu'en fait, c'est une photographie, et ça ne permet pas de mettre en valeur la capacité d'un pays à pouvoir rembourser sa dette sur le long terme, ce qu'on appelle la soutenabilité. Bon. Et donc, il faut d'autres instruments. Je vais me permettre de vous proposer une approche qui est issue du privé, qui peut s'appliquer de façon imparfaite à l'analyse de la dette publique, mais qui est un indicateur néanmoins intéressant. Quand vous faites une opération à effet de levier, vous vérifiez que finalement le chiffre d'affaires de l'entreprise, que la dette de l'entreprise puisse être reliée à sa capacité de génération de liquidité, qu'on peut apprécier à travers l'excédent brut d'exploitation. Bon. Et ce que l'on préconise en matière de financement privé, c'est de ne pas dépasser 7 à 8 fois de l'excédent brut d'exploitation. C'est que la dette ne doit pas dépasser 7 à 8 fois l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, pour vulgariser, c'est en gros le profit brut de l'entreprise avant, avant amortissement et avant paiement des impôts. Bon. Si on transpose à l'État français, on va dire à la sphère publique française, en réalité, l'excédent brut d'exploitation de la sphère publique française est négatif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas directement transposer. En revanche, si vous analysez l'épargne des Français associée à l'épargne des entreprises, diminuer la capacité de financement des administrations publiques, qui est une capacité de financement négative, vous pouvez en fait apprécier quelle est la capacité de paiement par le pays de la dette publique. On trouve un ratio de 6. Bon, je vous passe les détails de calcul, vous pouvez me croire. Chiffre comptabilité nationale. Maintenant, cet indicateur-là est imparfait parce que, comme les Français et les entreprises ont déjà payé leurs impôts, c'est un peu désagréable de laisser penser qu'ils puissent aussi payer la dette publique sur le reste en épargne. Alors, un bon indicateur, ça peut être, et là, je pense que M. Thomas pourra certainement en reparler à éthique, c'est de comparer, en fait, la dette publique globale à la capacité de génération de liquidité du pays. Et là, on trouve un ratio de 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 2 fois plus insoutenable que dans une opération privée. Qu'est-ce qu'on peut en déduire dans tout cela? C'est-à-dire qu'en gros, nous sommes dans une zone dangereuse. Et comme le disait Jean-Michel Nolot, il est impératif que tous les responsables politiques
ait intégré ce point-là. Parce que, en fait, il n'y a pas 1000 solutions. Je vais vous prendre une autre façon de faire. Aujourd'hui, la dette publique, elle n'est pas remboursée. C'est-à-dire que les échéances de dette publique doivent être refinancées. C'est-à-dire refinancées en plus avec le déficit. Bon. C'est un cercle infernal. Donc, en clair, vous avez une autre approche, et là je vous la livre rapidement, c'est d'apprécier le patrimoine économique national global. Il est de 20 000 milliards d'euros. Là, c'est les chiffres 2022, donc vous voyez, c'est assez récent. Si on compare avec toujours cette capacité, je dirais, d'épargne, là, pour le compte, vous trouvez, si vous rapprochez la dette globale au patrimoine global, vous constatez que le patrimoine global couvre à peu près 3 fois la dette. Ça veut dire que là, on est plus confortable. Mais quelles sont les conséquences de politique économique de cette approche? Ça signifie, je vois que monsieur a tout de suite vu, ça signifie, et là je renverrai à la République souveraine et à Oser la France, vous avez plusieurs pistes possibles. La première piste, ça consiste à dire, eh bien, la dette publique française, elle s'impute sur le patrimoine des Français et des entreprises. Et auquel cas, ça ne représente que 14%. Donc vous pouvez scratcher la dette publique française en créant un impôt. Ça peut être une année, ça peut être sur 10 ans, mais c'est une voie de sortie, c'est-à-dire l'impôt confiscatoire. Bien, ce n'est pas les pistes que je vais vous proposer. Je vais vous proposer 2 pistes, comme ça on pourra en parler avec Jean-Michel Nolot. La première piste, ça consiste en fait à mettre en place une discipline de fer dans la gestion des finances publiques. Par exemple, les dépenses publiques connaissent une croissance nominale divisée par 2 par rapport à la croissance nominale du PIB. Croissance nominale, ça veut dire quoi? Ça veut dire volume et inflation. Comme nous sommes dans une période d'inflation importante et de croissance molle, il n'empêche que si on applique cette règle, en 10 ans, vous avez réduit la dette publique en termes de proportion du PIB, vous avez aussi totalement réduit le déficit budgétaire français. Bon, ça marche. J'ai fait les calculs, je vous les passe. Deuxième possibilité, et là, je pense que les spécialistes des marchés financiers et de l'épargne pourront constater les chiffres suivants. Nous sommes en mesure de mettre en place un fonds de 500 milliards d'euros pour fixer des idées en 5 ans, en levant 100 milliards d'euros chaque année sur l'épargne privée, pas l'épargne publique. Et évidemment, ça permet de ne pas endetter l'État pour quel point d'application? La transition écologique, le programme nucléaire, les infrastructures, éventuellement quelques éléments de lutte contre la pauvreté, le social, etc. Ça devient en fait une débudgétisation. Ça veut dire en gros que vous faites financer par le privé des actions qui aujourd'hui sont considérées par le public. Comment fait-on pour que ça marche? Eh bien c'est simple. Vous mettez en place un dispositif de financement de projets sur des bases de sélection de rentabilité économique et sociale, avec, je vous donne un chiffre à titre d'exemple, une vision de 6% de rentabilité. Donc on est très au-dessus du livret A, bon. Mais, je vais vous dire, on est très en dessous des critères financiers classiques. Vous mettez en place ce fonds, vous le mettez en gestion privée sous supervision de la Caisse des dépôts. Et je peux vous dire que là, on a réglé aussi le problème de la dette française. Voilà, donc je suis prêt à répondre à ces questions. Et je conclurai la façon suivante. La maîtrise de la dette est une condition nécessaire à la souveraineté. Elle n'est pas suffisante, mais elle est essentielle. Voilà, merci. Merci à nos 4 intervenants. Alors, Alain Fabre, vous souhaitiez réagir à ce que vous avez entendu. Je vais vous redonner la parole. Et puis ensuite, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur les marges de manœuvre, puisqu'on a vu que l'euro, aujourd'hui, avait de nombreux défauts, que la situation était périlleuse. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ou sans l'euro? Voilà, qu'est-ce que l'on peut imaginer, sachant que l'euro a quand même changé de nature entre un euro qui était très austéritaire, on va dire, avant 2015, à un euro qui était utilisé comme vraiment matière
discipliner les États et les finances publiques. Et puis depuis 2015, avec ces politiques monétaires très accommodantes, au contraire, un euro qui a un petit peu changé de nature, à tel point que certains ont aussi changé d'avis au sujet de l'euro, et qui a l'air beaucoup plus laxiste, pourrait dire certains, en tout cas beaucoup plus un euro qui permet beaucoup plus de financer les États et les dettes. Donc il semblerait qu'un premier changement ait lieu. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres, ou est-ce qu'au contraire tout est bloqué dans cette monnaie? J'aimerais avoir votre avis à tous là-dessus, mais d'abord donc Alain Fabre, je vous redonne le micro. Oui, je vais essayer de revenir sur un certain nombre de points de manière rapide, mais s'il mériterait développement sans doute beaucoup plus nourri. Au fond, là-dessus, je ne vais pas distribuer les points d'accord et les points de désaccord, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord avec ce qui a été dit autour de la table, et en particulier sur le lien que vous avez établi de manière tout à fait importante sur le fait que les dettes publiques, aujourd'hui, reviennent dans le système bancaire. Donc ça, c'est un point important, ce qui fait que l'euro aujourd'hui fonctionne comme une sorte plus comme comme un système de taux de change fixe que comme une véritable monnaie. Alors là-dessus, si vous voulez, pour parler un petit peu de manière, je crois que c'est Jacques Chirac qui disait ça, on ne peut pas avoir une chose sans le contraire. On ne peut pas à la fois tous les matins dire, moi j'ai vécu l'époque quand j'étais étudiant, dans laquelle effectivement tous les 2 ou 3 ans, même à l'époque de François Mitterrand c'était encore plus rapide que ça, on passait son temps d'évaluer le franc. Qu'est-ce qui se passait si, donc vous vous rappelez la rivalité entre les Albanais à l'Élysée et puis ceux qui étaient de Mauroy et de l'Or favorables à l'Europe? Effectivement, on déclenchait des politiques d'austérité. Je vous rappelle que quand on a fait ça, en 1983, on a rétabli le carnet de change. Donc des choses comme ça. Donc si vous voulez, à l'époque, François Mitterrand a dit finalement, moi je veux une monnaie européenne, parce qu'au fond, ça m'évitera de me faire botter les fesses par les Allemands chaque fois que je dérive par rapport à la norme générale. Donc ça, c'est le premier point que je veux dire, c'est qu'effectivement, le vrai sujet français par rapport à l'euro, le sujet finalement qui nous réunit tous, c'est qu'au fond, nous passons notre temps à dire, la mission française l'a dit, a passé son temps à le dire, c'est vieux comme pratiquement l'histoire monétaire, à plaider pour des taux de change fixes. Rappelez-vous les accords du Louvre en 87, Édouard Balladur, tout ça. On a voulu chaque fois revenir à un système de taux de change fixe. C'était même question de créer une sorte de grand SME avec les États-Unis à l'époque, qui n'ont jamais accepté cette idée. Et je rappelle la formule de John Connolly, qui était le secrétaire au Trésor de Richard Nixon. Le dollar, c'est votre monnaie, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Et donc on a cette espèce de mistigris depuis des années. Mais s'ajoute à ça, alors l'Allemagne réagit assez bien à ça, elle est compétitive, elle favorise l'industrie, etc. Mais dans le cas français, nous sommes des keynésiens pour les nuls, nous passons notre temps à dépenser plus que nous ne gagnons. Et si j'ose dire par là, on a effectivement critiqué le pacte de stabilité. On a introduit, comme j'ai dit, en 2012, quelque chose qui permet de pouvoir financer les situations, les déficits conjoncturels. Donc pas déficit structurel, mais quand on passe un bas de cycle, on accepte les déficits. La France ne réduit jamais ses déficits en haut du cycle. Jamais. Vous prenez l'histoire économique de la France depuis 40 ans, depuis la branche Georges-Pompidou, jamais on a corrigé les choses en haut du cycle. Donc, on est très fort pour dépenser, on est très fort parfois pour baisser les impôts, mais jamais pour réduire les dépenses. Quand le général de Gaulle était président de la République, on avait un taux de dette de 15% du PIB. Quand Giscard d'Estaing a passé le relais à François Mitterrand, c'était 20%. Vous vous rappelez à l'époque, y compris dans la majorité de l'époque, les hurlements que déclenchait la politique économique et budgétaire de Raymond Barre. Donc je vous rappelle ça. Donc aujourd'hui, on a un système français qui fait que le réel ne compte pas, les marchés internationaux ne comptent pas, il y aura toujours un crétin pour payer la dette française, etc. Donc il y a une espèce de maladie française, de drogue française qui est hostile à la réduction des déficits. Donc on ne peut pas avoir un système de change fixe. Si on veut effectivement avoir une autonomie de la politique économique, il faut être cohérent, il faut accepter les taux de change flottants. Mais je rappelle, si vous voulez, que quand on évalue sa monnaie, on n'a pas spontanément l'équilibre des finances publiques. On améliore un petit peu sa compétitivité, on paie l'énergie encore plus cher que d'habitude, etc. Mais à la fin, il faut bien rééquilibrer. Donc là-dessus, je pense qu'attention aux illusions sur ce genre de situation. Et de mon point de vue, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que la France, quelque part, moi j'ai été un petit peu déçu, comme beaucoup d'entre vous sans doute, parce que je me suis dit, à l'époque où Jacques Chirac était président de la République, on a même fait une discussion pour ça, Scrodion, etc., on va faire des efforts pour être qualifié pour l'euro, rappelez-vous le climat de l'époque. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé après ? Les finances publiques ont été gérées, vas-y comme je te pousse, et puis, je veux dire, la France, elle a mis en place les 35 heures. 11% de coût de production. Alors on dit, écoutez, c'est pas sympa parce que l'euro vous empêche
Donc effectivement, l'industrie est au nord, les dettes sont au sud, effectivement, mais personne ne nous a obligés à faire les 35 heures. Jean Perlevade, qui n'est pas spécialement, je veux dire, ultralibéral, a parlé de sabordage de l'industrie française. Hein. Il y a eu un rapport gallois, des choses comme ça sur ces sujets-là. Alors moi, pour moi, si vous voulez, la France utilise, elle n'est pas la seule, les Grecs l'ont un petit peu fait, mais ils se sont fait botter les fesses. La France utilise l'euro comme un système dans lequel c'était autorisé de passagers clandestins. Et je rappelle qu'au début de la zone euro, les taux d'intérêt étaient assez convergents. Pratiquement, les marchés avaient accepté l'idée que la dette d'un pays de la zone euro, c'était la dette de tous les pays de la zone euro. Et après, effectivement, ça a divergé. Hein. Après le moment de la zone grecque, là, les taux d'intérêt se sont mis à rediverger. Les systèmes bancaires ont vu revenir dans leur portefeuille la dette de leurs États, avec effectivement, quand vous êtes une banque grecque et que vous avez la dette grecque qui revient dans votre portefeuille, bah, c'est mieux d'avoir du Bund allemand. Voilà. Donc là-dessus, je crois qu'il faut effectivement quelque part de combattre ce qu'on a soutenu. Je pense que ça rappelle une formule de Bossuet. Dieu se rit de ceux qui déplorent les causes dont ils chérissent. Enfin, je suis à l'envers. Voilà, dont ils chérissent les causes. Voilà, je suis à l'envers. Hein, voilà. Donc, enfin, je veux dire, il faut revenir à cette sagesse de Bossuet. Si on veut effectivement mener une politique de déficit, etc., on passe au change flottant, et à ce moment-là, on est cohérent avec son idée. Et puis moi, je crois qu'on a des déficits et des problèmes de dette. Aujourd'hui, il y a un système français qui est devenu intenable, dans lequel, je veux dire, un qui le dit très bien, c'est Pierre Vermeren, qui n'est pas spécialement ultralibéral, etc. Et effectivement, on a substitué un modèle dans lequel il y a des économies productives, comme on cite surtout l'Allemagne. Il faut citer l'Italie. La deuxième puissance industrielle d'Europe, c'est l'Italie. C'est pas l'euro qui a fait, je veux dire, perdre son industrie. Hein. Les Italiens ont la deuxième puissance, ont la deuxième industrie d'Europe, etc. Et donc, on voit même en Espagne. Ils sont très endettés, cela dit. Oui, mais la dette. Alors, c'est une bonne remarque parce que je rappelle que situation française, situation italienne. Les Italiens, à l'époque, la Banque de France, je suivais l'économie italienne, donc ça me laisse des souvenirs. La dette italienne, elle est détenue par les Italiens. Hein, donc c'est un point important. Et les Italiens ont un excédent primaire, je le rappelle. Hein, nous, on n'a pas ça. La dette française, je suis allé voir la balance des paiements de la Banque de France avant de venir. La dette française, aujourd'hui, est détenue à 50% par des non-résidents. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour où ils balancent la dette, hein? Donc, là-dessus, je pense que l'austérité qu'on a connue au temps de François Mitterrand sera une plaisanterie. Donc, je crois qu'effectivement, c'est sûr qu'on peut, je veux dire, toujours expliquer que la faute est aux autres. Je crois qu'il faut effectivement, comme le dit l'Évangile, regarder la paille dans celle du voisin et puis la poutre dans ses propres yeux. Voilà. Alors, donc, je sais que Jean-Michel Nolot, vous souhaitiez donc prolonger votre réflexion, voilà, sur qu'est-ce que l'on peut faire dans le cadre actuel vis-à-vis des défauts structurels de la monnaie unique. Je dirais juste un mot de l'Italie dont vous venez de parler, parce que la situation de l'Italie, bon, vous aimez bien les Italiens, donc vous dorez un petit peu la situation, mais franchement, la situation de l'Italie est très préoccupante. C'est une illustration de l'échec de l'euro. Au début des années 90, le revenu par habitant de l'Italie était le même que le revenu par habitant de la France et de l'Allemagne. Les trois pays étaient à égalité. Pendant 40 ans, l'Italie avait réussi, en dépit des crises monétaires, du SME, etc., à développer son industrie. Et je vous dis, le revenu par habitant identique. Aujourd'hui, le revenu par habitant de l'Italie est inférieur de 30% à celui de l'Allemagne. Pardon ? Oui, j'avais 15% en tête, mais enfin bon, c'est de cet ordre-là. Donc, oui. Le PIB par habitant de la France, c'est 20% de moins que depuis 20 ans, depuis l'euro, en gros, le revenu par habitant de l'Italie n'a pas bougé. Depuis 20 ans, c'est une stagnation. Ah non. Ah oui, si, je vous assure. Ah ben écoutez, c'est 30%. J'ai regardé les chiffres. Ah oui, depuis 20 ans. J'ai dit ça stagne depuis 20 ans. En fait, la croissance est à zéro, mais comme ils ont augmenté la population, c'est en Italie, bien sûr. Non, mais ça va dans votre sens. Ça va dans votre sens. Bon. Et d'ailleurs, l'autre facteur, quand vous dites l'industrie italienne se porte bien, c'est un tissu de PME. Et c'est ce qui fait leur force. Ils ne sont pas exposés comme l'industrie française à l'exportation, etc. Et puis c'est surtout les Mais bon. Bah oui, avec des migrants.
Peut-être, puisque le président de séance m'y invite à dire un mot des pistes qu'on pourrait évoquer sur l'euro. D'abord, je m'excuse de dire la même chose que sur le Frexit, c'est-à-dire que je pense que plaider pour la sortie de l'euro aujourd'hui, c'est assez contre-productif parce que il faut être conscient du fait que ça fait peur à tout le monde. Les Français se disent l'euro c'est bien pratique, ils sont pour la monnaie, les frontaliers sont pour aussi, et donc voilà. Donc je pense que c'est pas la bonne solution. Moi je dirais que l'euro, comme ça a été dit tout à l'heure, est toujours en crise. C'est une crise que moi je qualifie de souterraine actuellement parce que le système ne tient que grâce à l'action de la BCE qui achète de la dette publique, et deuxièmement au déséquilibre je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais du système de paiement européen Target, où entre parenthèses l'Italie, la Banque centrale italienne emprunte aujourd'hui à la Banque centrale allemande entre 600 et 700 milliards, ce qui est considérable. C'est l'équivalent de 20% de la dette italienne. Et ce n'est pas du tout prévu par les traités. C'est une tolérance sans laquelle l'euro imploserait immédiatement. Donc ça, c'est des choses à surveiller de très près. Ça ne cesse de se dégrader. Vous faisiez allusion également aux divergences en matière de taux d'intérêt actuellement. Hier soir, les taux d'intérêt italiens continuaient à grimper. Ils sont à 4,6% voilà, actuellement. Si on se rapproche des 5%, on est dans une situation qui va entraîner des réactions de la BCE obligatoirement, lesquelles, je ne sais pas. Mais, et puis, alors l'Allemagne peut finir par taper du poing sur la table. Donc, si vous voulez, moi je crois que la crise de l'euro est toujours là. Franchement, elle est toujours là. Ce qu'il faut, c'est attendre. Si demain, il y a une crise majeure ouverte, là, il faut être prêt à prendre des initiatives. Alors, moi, il y avait deux pistes qui me paraissaient... Enfin, une deuxième à laquelle je viens de penser, en fait, récemment, ces dernières semaines, et puis une première que j'avais évoquée dans mon livre, qui était la monnaie commune. Moi, j'ai vécu comme banquier avec la monnaie commune pendant 3 ans, entre 1999 et 2002. On avait l'euro pour les transactions à l'extérieur, et puis le franc pour les transactions domestiques. Franchement, j'ai pas souvenir en 3 ans d'un moment où on se soit dit « Oh là là, mais que c'est compliqué ». Il y avait vraiment zéro problème technique. En plus, si vous ajoutez le fait que Stiglitz, dans un de ses derniers livres, nous explique que l'euro, avec tous les progrès technologiques, en fait, il suffirait d'un clic pour basculer dans une autre monnaie. Bon, à mon avis, ce sont des réflexions qui, petit à petit, vont être intégrées. Non, la solution, alors en dehors de la monnaie commune, qui exige une très forte volonté politique. C'est pour ça que je constate que malheureusement la volonté politique, elle a plutôt tendance à s'atténuer qu'à progresser. Mais on pourrait imaginer, non pas au niveau des traités européens, parce que là il faut l'unanimité pour les réformer, mais en cas d'alternance politique, au niveau du Code monétaire et financier français, qui dit à son article 1er: la monnaie de la France, c'est l'euro. Ce qui veut dire, la monnaie de la France, c'est pas une devise, c'est l'euro, c'est notre monnaie nationale. Donc, juridiquement, on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre euro. C'est la fameuse lex monetae qui est reconnue comme la loi internationale. Je pense qu'une critique qu'on peut faire en plus à tout ce qui a été fait, c'est qu'on n'a pas prévu de porte de sortie pour l'euro. C'est-à-dire que on a le droit... Ah oui. Alors, oui, je pense que les banques centrales jouent là-dessus, et les politiques, qui dans bien des cas n'y connaissent rien en plus, disent c'est l'euro le chaos. Donc voilà. Mais on a le droit de sortir de l'euro parce que les traités européens disent qu'on a le droit de sortir de l'Union européenne, article 50. Donc on pourrait compléter d'une ligne ou deux le code monétaire financier français en cas, encore une fois, d'alternance politique, parce qu'il faut une majorité pour voter ça. On pourrait dire, à côté de la phrase que je vous ai citée, les contrats entre résidents français et les contrats entre résidents et non-résidents, libellés
en euros et libellés en droit public français verraient leur montant inchangé en cas de changement de monnaie. C'est ce qu'on appelle en langage technique la redénomination de la dette. On l'a fait, cette redénomination, dans un sens, du franc vers l'euro, on peut la faire dans l'autre sens. Et là, si un texte comme ça a été voté, il n'y aurait pas de raison de se paniquer, ce serait une option en cas de crise. On aurait balisé en quelque sorte la porte de sortie. Et je pense que ce serait de nature à lever cette espèce de brouillard, et là je parle comme financier, que jettent les agences de notation, notamment certaines agences de notation, sur les marchés financiers, en faisant peur à tout le monde, et puis certains hommes politiques, en disant, en cas de sortie de l'euro, notre dette sera augmentée de 30-50%. Non, notre dette, comme toute notre dette, est en droit français, toute notre dette publique est en euros, eh bien, il n'y aurait pas d'augmentation de la dette. Ce serait écrit, la porte de sortie serait balisée. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir de l'euro demain matin, je dis simplement, un progrès serait de baliser la sortie de l'euro. On arrêterait de raconter n'importe quoi comme on le fait depuis 20 ans à ce sujet-là. Voilà. Merci. Charles Gallo, la monnaie commune, une solution? Alors, la monnaie commune, c'est la bonne chose d'une monnaie commune, c'est que ça vous permet au moins de rééquilibrer le déséquilibre intra-zone euro, c'est-à-dire en pouvant moduler les parités. Parce que là, à l'heure actuelle, on a fixé jusqu'à la fin des temps le fait que l'euro franc, l'euro marque, etc., euro peseta sont à un taux de 1 pour 1 jusqu'à la fin des temps, ce qui pose le problème de réévaluation compétitive entre les pays, comme j'en ai parlé, des déséquilibres des balances commerciales et des balances des paiements. Le problème, c'est que ça ne changerait pas le fait que l'euro serait surévalué vis-à-vis de l'extérieur pour la France. Donc moi, je ne suis pas favorable à une monnaie commune, je suis favorable à un retour à une monnaie nationale avec effectivement un taux de change flottant. Ensuite, on a parlé beaucoup de la France et de l'Italie, et c'est une réalité, les finances publiques françaises sont dans un état catastrophique. L'Italie, c'est la même chose, les deux pays sont dans une trappe à dette et c'est pas tenable sur le long terme. Comment on peut faire face à ça? Alors effectivement, il y a eu des propositions intéressantes de M. Nguyen, mais il y a une table ronde, je crois, en ce moment même, sur la question de la réindustrialisation. Et il n'y aura pas de soutenabilité de la dette française sans réindustrialisation. Et ça, on peut le décréter comme on le veut. On peut dire qu'il faut faire des réformes structurelles. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a fait des réformes structurelles avec une monnaie qui est surévaluée, comme c'est le cas de l'euro pour la France. On peut prendre l'exemple suédois, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne dans les années 2000 pour qui l'euro était une monnaie qui était sous-évaluée. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de réforme structurelle avec une monnaie surévaluée, ou alors effectivement c'est une récession et une boucherie économique et sociale. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête, il faut effectivement se donner des armes. Il ne faut pas avoir peur de parler de sortie de l'euro. Vous l'avez dit très justement pour ce qui est de la dette avec l'Alex Monetae, on fait peur. J'ai en tête pour les élections européennes, je crois que c'est celle de 2009, Nicolas Sarkozy, Nadine Morano, le PS aussi qui raconte absolument n'importe quoi, avec si vous sortez, vous vous rendez compte, le prix de l'essence va augmenter de 60%, alors que le prix de l'essence, c'est pour 60% des taxes, c'est pas du tout le pétrole brut. Il y avait la même chose sur la dette publique et ce genre de bêtises. Et aussi, on fait peur aux Français, où disons, on leur dit, vous vous rendez compte, si demain vous voulez aller en Espagne, au Portugal ou en Italie, il va falloir changer de la monnaie. Oh, c'est dur. Bah moi, je reviens d'Espagne et j'ai un scoop pour vous, on n'est plus au XXe siècle. Et des fois, je vais en Suisse ou au Royaume-Uni, et vous vous rendez compte, il y a eu une invention, je peux vous montrer là, c'est la carte bleue. Et ce qui est formidable avec une carte bleue, c'est que vous avez des distributeurs, vous pouvez même aller en Thaïlande, c'est magique, vous tirez de la monnaie, vous n'avez plus besoin d'aller à la Banque de France changer de l'argent, et vous pouvez même, miracle, 99% des commerces prennent la carte bleue. Vous pouvez payer en Suisse, au Royaume-Uni, en Thaïlande avec votre carte bleue, même s'ils n'ont pas la même monnaie. Et d'ailleurs, moi je connais personne qui m'a dit écoutez, je vais pas aller à Londres parce que faut que je change de monnaie. Donc c'est-à-dire qu'on a mis dans la tête des gens ce genre d'absurdité. En fait, c'est des arguments de la peur, parce que généralement, quand on demande à des politiques, et ça a été dit, qui connaissent très mal le sujet monétaire, même économique d'une manière générale, si vous leur demandez pourquoi, à part des arguments tétanisants de la peur, du type, vous vous rendez compte, le prix de l'essence, la dette,
Puis après, quand on leur démontre leur argument, ils disent, bah, ça va être la catastrophe. Mais en fait, ils n'ont pas d'arguments. Ce sont les arguments de la peur. Alors je suis d'accord que politiquement, c'est très très dur à défendre, mais il n'empêche qu'à un moment, il faut dire les choses, il faut dire les termes. Et si l'euro est nuisible pour la France, eh ben, le courage politique, c'est pas de dire bah, parce que vous avez peur, on va pas vous en parler. Il faut au contraire convaincre de la nécessité de la sortie de l'euro. Alors je suis d'accord, si ça se trouve, autant je pense que la sortie de l'Union européenne ne peut être que politique, parce que même une sortie de l'euro, d'un pays de l'euro, peut techniquement, une crise financière, amener une fin de l'euro de façon quasiment mécanique, sans qu'il y ait de sortie politique. C'est d'ailleurs peut-être probablement ce qui va se passer. Mais une sortie de l'Union européenne, elle ne sera que politique, même s'il y a une explosion de l'euro. Et là, je pense qu'il faut expliquer aux gens, comme pour la sortie de l'euro, le carcan des traités de l'Union européenne, le carcan du marché de l'Union européenne de l'énergie. Il faut avoir cette dimension pédagogique pour expliquer en quoi c'est nuisible. Parce que si, matin, midi et soir, on se dit les Français ont peur, alors il ne faut pas leur en parler, bah, en fait, ça n'arrivera jamais. Oui, mais vous pouvez sortir du marché de l'électricité. Sortir du marché de l'électricité sans sortir de l'Union européenne. Du mode de calcul des prix de façon temporaire, effectivement, là, pour le marché de l'électricité, on pourrait se dire on garde notre prix national et on garde le prix de marché pour les échanges, qui ne changent rien. D'ailleurs, quant aux interconnexions, on cherche à faire peur aux Français là-dessus, alors que les interconnexions, la Suisse est interconnectée, elle n'est pas dans ce marché-là. En revanche, moi, quand je parle de marché de l'Union européenne de l'électricité, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a la problématique aussi de l'AREN, des fournisseurs parasites qui ne produisent pas d'électricité. Effectivement, mais l'Union européenne oblige à la mise en concurrence. Et donc, moi, quand je parle de sortie du marché de l'Union européenne, ça va plus loin que ça. Et à un moment donné, les traités vont quand même s'opposer à cela, du fait de la religion de la mise en concurrence de la part de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs une table ronde sur l'énergie qui, je pense, abordera ces sujets-là.